Bonjour, je suis Adnan Azouzi, votre professeur d'analyse. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SMP, SMC en semestre 1. Ce cours sera réparti sur 4 chapitres. Le premier sera consacré aux fonctions. On va définir les opérations et les propriétés des fonctions. On va ensuite voir les limites de fonctions, comment on les calcule et donner quelques limites usuelles, avant de donner c'est quoi une fonction continue, et on termine par définir c'est quoi un prolongement par continuité. Donc, implicitement, on sait tous qu'on utilise la fonction quotidiennement sans le savoir. En fait, l'économiste, il va s'intéresser à la demande d'un produit sur un marché en fonction du prix. Le biologiste va s'intéresser à la croissance ou bien décroissance de la population de cellules bactériennes en fonction du milieu nutritif. Le physicien va s'intéresser à la décroissance de l'activité d'un échantillon radioactif en fonction du temps, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous remarquez pour ces points? J'ai souligné toujours en fonction de. Ça veut dire, j'ai ici pour le premier, la demande d'un produit, elle est en fonction du prix. Si le prix est intéressant, il y aura une forte demande. Si le prix est élevé, il n'y aura pas une grande demande sur le produit. Donc, tous les cas, on a un résultat en fonction d'un autre. Et c'est de cela qu'il est venu le nom de fonction. Donc, on va voir sur l'exemple précis du produit et la demande. Donc, le point commun, c'est quoi? C'est qu'il y a une relation. Le point commun entre toutes les situations qu'on vient de voir, c'est qu'il y a une relation. C'est quoi cette relation? C'est le prix du produit qui influence la demande du produit. Donc, avec un cadre mathématique, comment on peut voir ça en général? On va donner pour le produit une variable x et pour la demande une variable qui va dépendre de x, ça veut dire qui va expliciter pour comment il dépend de x. Donc, on prend cette notation f de x, ça veut dire quelque chose qui dépend de x. Le f, il a quoi comme rôle? Il a quoi comme rôle ici? C'est le nom de la fonction. Ici, c'est la demande du produit. Si par exemple, je parle le poids d'un être humain en fonction de l'âge, la taille d'un être humain en fonction de l'âge. Donc là, c'est le résultat et l'autre, c'est la variable de départ. Donc, ça, c'est la fonction f, c'est la demande. Pour l'exemple du poids, le f, ça va être le poids. Pour l'exemple de la taille, f, ça va être la taille. Donc, f, c'est la relation qui va changer. X, c'est la variable du début. Et f de x, c'est le résultat qui dépend de x. Donc, x va représenter dans ce cas le prix du produit. F de x va représenter la demande du produit. Et f va représenter la relation ou bien la manière qui influence la demande avec le prix. Donc, mathématiquement, on dit qu'une fonction est une relation qui, à chaque variable appartenant à un ensemble noté E, est liée à exactement une variable appartenant à un autre ensemble noté F. Donc, l'ensemble F est appelé ensemble de départ, ou bien ensemble source, ou bien ensemble de variables d'entrée. Pourquoi je dis ici ensemble source? Parce que c'est la variable de début qui va influencer après. Ici, la variable d'entrée parce que je vais rentrer avec une variable pour avoir une autre de sortie. Donc, l'ensemble F est appelé ensemble d'arrivée, ou bien ensemble de variables de sortie, ou bien ensemble de résultats. Toutes ces notions, ils sont valables. Une fonction est souvent notée F, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour avoir une notation universelle. Donc, la variable d'entrée est souvent notée x aussi. On dit que x est l'argument de la fonction f. Et la variable de sortie aussi est souvent notée f de x. On dit que f de x est le résultat associé à x. Et on l'appelle l'image de x par f. Voilà un schéma, comment on écrit une fonction. F, c'est le nom de la fonction. E, c'est l'ensemble de départ. Et f, c'est l'ensemble d'arrivée ou bien l'ensemble de résultats. Donc, x, c'est une variable de départ. F de x, c'est une variable qui dépend de x. C'est une variable de sortie. Donc là, on a trois notions. X, f de x.
Donc ces deux-là, ce sont des variables, et là, c'est un nom de fonction. Donc on peut voir une fonction comme une machine, qui pour chaque variable d'entrée, aura une variable de sortie. C'est comme une machine. On donne quelque chose à la machine, il va nous donner un résultat. Donc voilà, la machine, elle est configurée comme ça. Je donne une variable d'entrée x et je sors avec une variable de sortie f de x. Donc, à titre d'exemple, je prends la fonction racine x. Je donne 4, je sors avec 2. Je donne 9, je sors avec 3. Je change la fonction. Je donne la fonction x au carré. Je donne 2 comme variable de départ, je sors avec 4. Je donne moins 3, je sors avec 9. Donc c'est une machine. Si la fonction il change, l'opération il change. Mais l'essentiel c'est qu'on rentre avec une variable et on sort avec une autre. On a 3 types de fonctions. C'est pas ça qui existe seulement, mais parmi les noms usuels qu'on va utiliser, une fonction numérique, une fonction complexe et une fonction réelle d'une variable réelle. C'est les plus utilisés pour les fonctions. Elle est dite numérique une fonction si le résultat est un nombre réel. Elle est dite complexe si le résultat c'est un nombre complexe. Et elle est dite réelle d'une variable réelle si l'ensemble de départ et d'arrivée est soit R, soit un ensemble de R, ou bien un intervalle, ou bien une réunion d'intervalles. Donc, on définit d'abord, on rappelle c'est quoi les intervalles de R. Donc il y a 10 types ici pour les intervalles. Il y a les intervalles où il y a deux valeurs finies A et B. Et il y a les intervalles où on trouve pour l'un des deux ou bien pour les deux, plus ou moins l'infini. Donc là c'est un intervalle AB. Si il est comme ça veut dire qu'il est ouvert. Ça veut dire que x n'est pas égal à A et x n'est pas égal à B. Par contre, dans ce cas où B il est fermé, le x il est inférieur ou égal à B. Pour A, B, les deux ils sont fermés, donc x inférieur ou égal, x supérieur ou égal à A et x inférieur ou égal à B. Donc là, moins l'infini B, x il est strictement inférieur à B. Donc tout ça, vous l'avez déjà vu en terminale. Donc on dit que AB, on peut dire que c'est un segment d'extrémité A et B et il est défini de telle manière. C'est les lambda A plus 1 moins lambda B, avec lambda appartient à 0,1. Regardez bien ici, si je prends lambda qui parcourt l'intervalle 0,1, je peux trouver toutes les valeurs entre A et B. En cas particulier, pour lambda égale à 0, j'ai ici B. Pour lambda égale 1, j'aurai A. Pour lambda égale 1 demi, je vais avoir 1 demi A plus 1 demi B. Ça veut dire A plus B sur 2, c'est la moitié, c'est le milieu de l'intervalle AB. Donc, on va définir quelques fonctions usuelles. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces fonctions usuelles qu'on va construire toutes les autres fonctions. Donc, n'importe quelle fonction, elle est définie à partir des fonctions usuelles. Donc, la fonction usuelle inverse, donc c'est celle-ci. N'oubliez pas que le graphique ou bien l'allure de ces fonctions, il est très important après pour interpréter un résultat ou bien pour savoir utiliser une ou bien une autre fonction. Donc la fonction valeur absolue, elle est définie de telle manière. Donc la fonction carré, elle a l'allure suivante. La fonction racine carré. La fonction cube, ça veut dire f de x égale x à la puissance 3. La fonction exponentielle et la fonction logarithme. Faites attention, par exemple, ce qui nous intéresse dans ces types de fonctions usuelles, par exemple, je prends juste ces deux. Les deux, ils vont vers plus l'infini. On est d'accord, parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle, il va vers plus l'infini. La limite en plus l'infini de l'exponentielle, c'est égal à plus l'infini. Et la limite en plus l'infini du log, c'est égal aussi à plus l'infini. Regardez, la fonction, il va vers plus l'infini. Et là, il va vers plus l'infini. Mais les deux, ils sont totalement différents dans la manière avec laquelle ils vont vers plus l'infini. L'exponentiel, il croît très rapidement en plus l'infini. Et le log, au contraire, il croît très lentement vers plus l'infini. Et ça, c'est une information très importante après.
Pourquoi? Parce que par exemple, pour un biologiste, il va étudier un microbe ou un milieu où il y a des bactéries. Le milieu des bactéries, les bactéries ils vont se développer, ils vont croître. Son objectif du début, c'est de savoir comment le milieu bactérien se croît, comment les bactéries augmentent. Est-ce que d'une manière grande, rapide ou bien lente? Si il y a une croissance trop rapide, ça veut dire qu'il va utiliser la fonction exponentielle pour interpréter le phénomène biologique. Sinon, il peut utiliser une autre fonction s'il y a une croissance lente. Donc le choix des fonctions, il est important par rapport à la situation sur laquelle on travaille. Il y a la fonction cosinus, on sait tous que c'est une fonction énormément utilisée dans l'électricité. Pareil pour la fonction sinus, toutes ces deux fonctions, ce sont des fonctions trigonométriques. On sait qu'ils sont périodiques et ils n'ont pas de limite en moins et en plus l'infini. Donc on va rappeler quelques propriétés de fonctions. Donc toutes ces notions, vous les avez déjà vues. Donc on dit qu'une fonction est positive sur une partie du domaine de définition si, quel que soit x appartient à g, f de x supérieur ou égal à 0. Négatif si on a inférieur ou égal. Strictement positif s'il y a un strict ici. Et on compare f et g en disant que f est supérieur à g si f de x supérieur ou égal à g de x, quel que soit x appartient à g. Pour toutes ces notions-là, il y a quel que soit x appartient à j. Quel que soit x appartient à j. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faut que tous les x vérifient ça. Sinon, on n'aura pas ce résultat. On n'aura pas les résultats qu'on vient de dire maintenant. Je donne un exemple graphique de ça. Regardez. La fonction cosinus, elle est positive sur l'intervalle moins pi demi, pi demi. Elle est positive. Mais elle est négative sur l'intervalle pi demi et 3 pi demi. Vous voyez ça? Donc cette fonction-là, elle est négative sur cet intervalle et elle est positive sur cet intervalle. Par contre, sur cet intervalle-là, 0 pi, si je vous demande de donner est-ce que f est positif ou est-ce qu'elle est négative sur l'intervalle 0 pi, sur tout l'intervalle 0 pi sans le diviser, cette fonction, elle n'est ni positive ni négative. Donc, je répète, la même fonction, le résultat de positif ou bien négatif, il dépend de l'intervalle sur lequel on travaille. Donc, je ne peux pas parler d'une propriété d'une fonction sans préciser l'intervalle sur lequel on travaille. Donc, la même fonction qui est cosinus, elle est positive sur l'intervalle moins pi demi, pi demi. Elle est négative sur l'intervalle pi demi, 3 pi demi. Et elle n'est ni positive ni négative sur l'intervalle 0 pi. Donc ça, c'est une remarque très importante à faire attention. C'est que ne parlez pas d'une propriété de fonction sans préciser l'intervalle sur lequel on travaille. Très bien. Donc on passe à la majoration de fonction. On dit que f est majoré sur une partie s'il existe une constante, quel que soit x appartient à g, f de x inférieur ou égal à m. Pareil, pour f, elle est minorée si elle est supérieure ou égale à m pour tout x appartient à g. Et on dit que f, elle est bornée si elle est à la fois majorée et bornée. Je reviens sur les figures pour expliquer mieux ces notions. On sait tous que la fonction cosinus ne dépasse pas 1 et ne dépasse pas ici moins 1. Donc la fonction cosinus, elle est majorée par 1 parce que toutes les valeurs sont inférieures à 1. Et faites attention, elle est majorée aussi par 2. Elle est majorée par 3. Ça veut dire, puisque toutes les valeurs sont inférieures à 1, elle est majorée par 1. Et puisque quel que soit x appartient à R, f de x inférieur à 2, elle est aussi majorée par 2. Elle est aussi majorée par 3 sur 2, par 5. Par n'importe quelle valeur qui est ici, cette fonction, elle est majorée. Et elle est minorée par moins 1, parce que quel que soit x appartient à R, la fonction cosinus, elle est supérieure à moins 1. Et elle est bien sûr minorée par moins 2, par moins 3, par n'importe quelle valeur ici. Et elle est bornée parce qu'elle est minorée, elle est majorée.
Je reviens vers la fonction exponentielle. Elle va vers plus l'infini. Donc, elle n'est pas majorée. Il n'existe pas une constante telle que la fonction exponentielle inférieure à cette constante. Elle va toujours vers plus l'infini. Donc, la fonction exponentielle n'est pas majorée. Par contre, elle est minorée par 0. Parce que quel que soit x appartient à R, l'exponentielle, elle est strictement supérieure à 0. Donc, elle est minorée par 0. Elle ne dépasse pas la valeur 0. Donc, cette fonction exponentielle, elle n'est pas majorée, mais elle est minorée. En résumé, elle n'est pas bornée. Parce que bornée, il doit vérifier les deux, majorée et minorée. Par contre, la fonction logarithme va vers plus l'infini, donc elle n'est pas majorée. Elle va vers moins l'infini, donc elle n'est pas minorée. Donc cette fonction n'est ni majorée, ni minorée. La fonction exponentielle n'est pas majorée, mais elle est minorée. Et la fonction cosinus et sinus, ils sont majorés et minorés, et ils sont donc bornés. Donc ça, c'est la notion de majoration. On part à la notion de monotonie. On dit qu'une fonction est croissante si, quel que soit x, y appartient à g, x inférieur à y, ça donne f de x inférieur à f de y. Donc il faut faire très attention ici, c'est que quel que soit x et quel que soit y, et en plus on travaille sur une partie bien définie. Donc comment on peut interpréter ça? Donc si x devient plus grand, son image aussi devient plus grande. Donc si on compare deux variables d'entrée, si l'une est inférieure à l'autre, même les variables de sortie doivent respecter cet ordre-là. Ça veut dire même le f de x doit rester inférieur à f de y. C'est ça une fonction croissante. Donc lorsque la variable d'entrée augmente, même la variable de sortie doit augmenter aussi. Donc on doit avoir le même comportement de f par rapport à la variable d'entrée. Strictement croissante, ça veut dire je ne peux pas avoir f de x égale f de y. Décroissante, c'est l'inverse. Ça veut dire si x il devient grand, l'image devient plus petite. Ça veut dire je compare deux variables. X est inférieur à y, mais l'image de x elle est supérieure à l'image de y. Donc là, c'est une fonction décroissante, mais quel que soit x et y. On dit qu'une fonction elle est monotone si elle est croissante et décroissante. Et comme pour les autres propriétés, la notion de l'intervalle ou bien la partie sur laquelle on travaille, elle est très importante. Je reviens toujours vers cette fonction. Regardez l'intervalle moins pi 0. La fonction cosinus est croissante parce que x il devient grand et le f de x aussi. Donc quand x s'agrandit, le f de x s'agrandit aussi. Regardez le schéma, le graphe ici de f. Donc la fonction cosinus est croissante sur cet intervalle. Par contre, elle est décroissante sur cet intervalle 0π. Le x devient plus grand et l'image devient plus petite. Il descend de 1 vers des valeurs inférieures. Donc x devient plus grand et f de x devient plus petite. Donc là, la fonction elle est décroissante sur cet intervalle. Comme tout à l'heure, sur cet intervalle-là, moins pi demi, la fonction, elle n'est ni décroissante, ni croissante. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces notions-là, ils dépendent étroitement de l'intervalle sur lequel on travaille. Donc, je répète, sur cet intervalle moins pi 0, la fonction croissante. Sur l'intervalle 0π, la fonction décroissante. Mais sur l'intervalle moins pi demi, la fonction, elle n'est ni croissante ni décroissante. Vous voyez bien qu'on travaille avec la même fonction. Il peut être croissant, décroissante, ou bien ni l'une ni l'autre. Ça dépend de l'intervalle sur lequel on travaille. Très bien. Une fois on a terminé ces propriétés, on va définir les opérations sur les fonctions. Ça veut dire j'ai deux fonctions, je peux construire la somme, le produit, le quotient et le composé de deux fonctions. Avec ces notions-là, je peux définir n'importe quelle fonction. Par exemple, la fonction cosinus de racine x, elle est utilisée en utilisant le composé. Racine x sur exponentielle x, elle est utilisée le quotient.
Donc, c'est les opérations de base pour définir toutes les autres fonctions en utilisant les fonctions usuelles. Je vais m'attarder un peu sur le composé pour le réexpliquer, puisque c'est une notion déjà vue en terminale. Donc, on dit que f rond g, c'est le composé de g par f. L'ordre, il est important ici. On applique la fonction g à l'argument x, donc on obtient g de x. Et après, on donne g de x à f. Je schématise ça ici plus simplement. Donc, je prends x, je le donne à la machine g. Il va me donner g de x. Donc, ça, c'est une variable. Cette variable, je la donne à la machine f, et il va me donner f de g de x. Parce que g de x, c'est une variable. Ce schéma-là, je peux le voir autrement. Ça veut dire que je commence par x et je vais directement vers l'image, qui est f de g de x. On va la noter par f rond g de x. Donc, toute cette fonction, c'est f rond g. Donc, ça veut dire quoi f rond g? Ça veut dire, je donne x à g, j'aurai g de x, et après je donne g de x à f pour avoir le résultat. Donc, f rond g de x n'est autre que f, entre parenthèses, de g de x. Donc, l'ordre, il est comme ça. X, je calcule g de x, et après je calcule f de g de x. Donc, l'ordre dans la composition est très important. F rond g, et en général, elle est différente de g rond f. En effet, on va prendre f de x égale x carré et g de x égale x plus 2. F rond g de x, c'est f de g de x, c'est f de x plus 2. Regardez, f de x égale x carré. Donc, si je remplace x par x plus 2 ici, j'aurai x plus 2 au carré. Donc, ça, c'est la variable d'entrée de f. La sortie, il donne un carré. Donc, c'est x plus 2 au carré, parce que ça, c'est une variable d'entrée. Par contre, pour g rond f, c'est g de f de x. G, f de x, c'est x carré. Et puisque, qu'est-ce qu'il fait la fonction g? Il prend la variable de départ et il ajoute 2. Donc, la variable de départ, c'est x carré et j'ajoute 2. On constate bien que f rond g est différent de g rond f. Et on conclut que la composition n'est généralement pas commutative. Donc maintenant, on part à la limite de fonction pour définir c'est quoi une limite de fonction. Mais avant cela, je vais donner une motivation pour ces limites. En fait, quand on définit une fonction, on peut calculer l'image de tous les éléments qui appartiennent au domaine de définition. Par exemple, pour f de x égale 1 sur x, il est défini sur R sauf au 0, sauf au point 0. Donc je peux calculer l'image de 2 qui est 1 demi, l'image de moins 3 qui est moins 1 sur 3. Et pareil pour toutes les valeurs qui appartiennent au domaine de définition. Mais le problème qui se pose, est-ce que je peux calculer l'image de 0? Non, parce que 0 n'appartient pas au domaine de définition. Parce que 1 sur 0 n'a pas de sens. Donc je ne peux pas diviser par 0. Donc qu'est-ce que je dois faire? Puisqu'on ne peut pas calculer l'image de 0, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est trop proche de 0. On ne va pas calculer l'image de 0, mais on va s'intéresser aux valeurs qui sont proches de 0. Par exemple, je prends 0,0001, ce n'est pas 0, mais elle est proche de 0. Est-ce que je peux calculer son image? Oui, parce qu'il appartient au domaine de définition. Donc l'image, c'est 100 000. Je prends un x plus petit, ça veut dire que je m'approche plus de 0 et j'aurai 1 million. Je m'approche un peu plus de 0 et j'aurai 10 millions. Si on continue sur ce processus, on va calculer des valeurs qui vont s'approcher de plus en plus vers 0. Et c'est cette notion qu'on appelle limite quand x tend vers 0 de 1 sur x. Je explique. Qu'est-ce qui arrive ici pour x? Je prends x qui s'approche de 0. Le voilà. X, il va vers 0. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les images des valeurs qui sont proches de 0. Ça veut dire j'aurai les images de 1 sur x. Ça veut dire à chaque fois que je remplace x par une valeur, j'aurai 1 sur cette valeur. Donc ce qu'on aura ici, au lieu de calculer f de 0, je vais calculer la limite de 1 sur x quand x tend vers 0. Ça veut dire je ne vais pas calculer f de 0, mais je vais calculer juste les valeurs, l'image des valeurs qui sont très proches de 0. Donc dans cet exemple ici, on remarque que quand x s'approche de 0, f de x s'agrandit
de plus en plus. Donc on va dire que la limite, intuitivement, c'est égal à plus l'infini. Là, on n'a pas démontré pourquoi c'est égal à plus l'infini, parce que la notion de démonstration de limite avec la définition dépasse le cadre de ce cours. Donc dans ce cours, on ne va pas voir les limites avec la définition rigoureuse mathématiquement, mais on va juste donner intuitivement comment on trouve les limites, parce que ça dépasse, comme j'ai dit, le cadre de ce cours. Donc il y aura 4 types de limites. Donc soit le x tend vers a et le f de x tend vers r, ça veut dire les deux valeurs ils sont finies. Soit x tend vers a une valeur finie et le résultat il est infini. Soit x il va vers une valeur infinie mais le résultat il est fini. Soit les deux ils sont infinis. Donc on a 4 cas. Soit les deux ils sont finis, soit les deux ils sont infinis. Les deux autres, un est fini, l'autre est infini. Là il y a un tableau qui donne toutes les limites possibles. Et il faut juste préciser que quand je parle de limite quand x tend vers x0, je peux parler de x tend vers x0 avec x supérieur à x0 et x inférieur à x0. Donc, je reviens sur cette notion après. Lorsque je dis x tend vers x0, ça veut dire en même temps, x elle est supérieure à x0 et x elle est inférieure à x0. Par contre, si je veux l'une, je dois préciser que je travaille avec l'une. On revient plus en détail sur cette notion. Lorsque vous voyez un infini comme ça, sans rien préciser, il peut être un plus et il peut être un moins. Donc, pareil pour x0, il peut être supérieur et il peut être inférieur. Donc, tous les cas possibles ici, ils sont écrits sur ce tableau. Donc, pour aller dans le même processus de tout à l'heure, je prends cette fonction. On sait que son domaine de définition, c'est R-2, donc il n'est pas défini sur 2. Je vais prendre des valeurs qui sont proches de 2. Donc 1,9, 9,9, à chaque fois j'ajoute un 9. Qu'est-ce que vous remarquez pour les images? À chaque fois la valeur s'approche de 5. Et il y a une autre remarque ici, c'est que le x il est toujours inférieur à 2. Donc x s'approche de plus en plus vers, ça il y a une erreur de frappe, ça c'est 5. S'approche de plus en plus vers 5 en restant inférieur à 2. Et là, x s'approche de plus en plus vers 5 aussi, là il y a une erreur, en restant supérieur à 2. Donc la limite quand x, ici, pour ce tableau-là, limite quand x tend vers 2 et x inférieur à 2, c'est égal à 5. Et là, pour le deuxième tableau, la limite quand x tend vers 2 et x supérieur à 2, elle est aussi égale à 5. Si la limite à gauche égale à la limite à droite, on dit que la limite quand x tend vers 2 est égale à 5. Ça veut dire que cette fonction admet une limite quand x tend vers 2. Donc là, quand x tend vers 2, il regroupe les deux. Mais faites attention, il faut qu'on ait la même limite. Si on n'a pas la même limite, on va voir un exemple où on dit que la fonction n'admet pas de limite. Donc, on va voir le deuxième exemple. Donc, je prends une fonction, il n'est pas définie au point 2. Donc, je ne vais pas calculer f de 2. Mais je vais calculer les valeurs qui sont proches de 2, ça veut dire la limite quand x tend vers 2. Regardez, comme tout à l'heure, des valeurs qui sont proches de 2, mais là, l'image, elle est moins 10, moins 100, moins 10 000, moins 100 000, l'image va vers moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 2 et x inférieur à 2, elle est moins l'infini. Par contre, pour le deuxième tableau, je m'approche de 2, mais étant supérieur à 2, les valeurs ils sont supérieures à 2 et ils s'approchent de 2. Donc ici, les valeurs ils vont vers plus l'infini. Donc la limite égale à moins l'infini et là, la limite égale plus l'infini. Donc la limite à gauche de 2 égale moins l'infini. La limite à droite de 2 égale plus l'infini. Puisque les deux limites ils sont différentes, on va dire que la limite n'existe pas. Je termine par cet exemple-là. Donc, maintenant, je prends un x qui va vers moins l'infini, pas vers une valeur finie. Donc, je prends moins 100, moins 1000, moins 100 000. Je peux agrandir le x comme je veux. Et qu'est-ce que je remarque? L'image, il s'approche de 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini égale à 0. Pour l'autre tableau, la limite quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, la limite en moins l'infini et en plus l'infini, là, dans cet exemple, elle est égale à 0. Donc ça, c'est juste pour donner une intuition, c'est quoi une limite. Bien sûr, je répète, ce n'est pas une démonstration rigoureuse de la limite, mais c'est juste une intuition pourquoi la limite elle est égale à cette valeur.
Mais ce n'est pas ça qu'on va utiliser lorsqu'on va calculer la limite. Attention, on ne va pas calculer les valeurs. On va voir en travaux dirigés comment on calcule les limites des fonctions en utilisant les fonctions usuelles, la limite de fonctions usuelles et tout ça. Je répète, et c'est très important, ce n'est pas une démonstration de la limite, c'est juste pour une intuition, pour donner c'est quoi une limite. Mais quand ils vont vous demander c'est quoi une limite, il faut le démontrer. Donc, certaines limites usuelles, on rappelle les limites usuelles ici. Si f est une fonction polynomiale, bien sinus, cosinus ou exponentielle, alors la limite de f de x égale f de 1. Bon, ça, c'est des fonctions usuelles, donc il n'y a rien à voir ici, c'est très simple. Donc, la limite quand x tend vers a de f de x, c'est f de 1. Pour la fonction rationnelle, ou bien tangente, ou bien logarithme, si quel que soit a appartient à un domaine de définition, la limite de f de x est aussi f de 1. Mais faites attention, c'est que le d de f, c'est le domaine de définition de la fonction. La limite égale à 1 de sinus x sur x, la limite de tangente quand x tend vers 1, la limite de 1 moins cos sur x carré est aussi égale à 1. Tout ça, c'est des limites usuelles que vous avez déjà vues en terminale. Là aussi, dans ce premier chapitre, on va les utiliser. Mais attention, on va démontrer pourquoi on a ces résultats quand on arrive au chapitre sur le développement limité. On va expliquer d'où il vient ces limites, pourquoi c'est égal à 1. Donc maintenant, on va les utiliser comme ça, mais dans le chapitre des développements limités, on va montrer pourquoi c'est égal à 1, toutes ces limites. Mais maintenant, on peut les prendre comme des limites usuelles et on peut les utiliser. Les propriétés sont vraies pour des limites à droite et à gauche. Donc tout ce que vous voyez ici, ça veut dire qu'il va être valable pour x, la limite à droite et la limite à gauche. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de xn, c'est plus l'infini pour un n entier. Et en moins l'infini, il y a deux cas. Si le n est pair, c'est plus l'infini. Si le n est impair, c'est moins l'infini. La limite de ce polynôme, en moins et ou bien en plus l'infini, c'est égal à la limite du plus grand terme. Faites attention, c'est seulement valable en l'infini. Ce n'est pas valable pour une valeur finie. Pour les fractions rationnelles, en moins et en plus l'infini, cette limite égale le plus grand monome ici, à nxn, sur le plus grand degré. Je répète, seulement valable en l'infini. La limite en racine xn, c'est plus l'infini. La limite de l'exponentielle, c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0. La limite de exponentielle x sur xn, c'est plus l'infini. La limite de moins l'infini de xn exponentielle, c'est 0. La limite en plus l'infini de log, c'est plus l'infini. C'est moins l'infini. C'est 0 pour le logarithme sur x à la puissance n. Et la limite quand x tend vers 0 pour xn. Je vais juste m'attarder sur ça, par exemple, exponentielle sur x à la puissance n. La limite ici, c'est plus l'infini. Et la limite ici, c'est plus l'infini. Et on sait que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Mais tellement l'exponentiel, il va plus vite sur en plus l'infini, il croît plus rapidement que toutes les autres fonctions. Ça veut dire, cette fonction, il va devenir négligeable devant l'exponentiel. C'est comme si cette fonction n'existe pas. Donc c'est pour cela qu'on a limite égale plus l'infini. Je répète, cette limite, il va vers plus l'infini. Cette limite aussi, vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Mais puisque l'exponentiel, il va très rapidement vers plus l'infini par rapport à toutes les autres fonctions, donc il va l'emporter. Donc on dit que l'exponentiel l'emporte sur la puissance. Donc c'est comme si cette fonction n'existe pas. C'est égal à plus l'infini. Donc c'est l'exponentiel qui l'emporte. Ou bien, on peut dire que x à la puissance n est négligeable devant l'exponentiel. C'est pareil. Et on peut continuer pour le logarithme et x à la puissance n. Ça, c'est l'inverse. Le logarithme, c'est la fonction. En plus l'infini, cette limite est plus l'infini. En plus l'infini, ça, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini sur plus l'infini, c'est indéterminé. Mais tellement le logarithme, elle est long en croissance, c'est qu'il est négligeable devant les autres. Donc, le logarithme, il va vers plus l'infini d'une manière très lente. Donc, on peut même l'éliminer pour la limite et il reste
par exemple, une constante sur plus l'infini, c'est égal à 0. On dit que le logarithme est négligeable devant la puissance. Ou bien la puissance l'emporte sur le logarithme. Donc, la troisième section ici, on va s'intéresser à la continuité de fonctions. On dit qu'une fonction est continue en x0 si la limite quand x tend vers x0, c'est égal à f de x0. C'est la condition pour avoir la continuité en un point. Donc, f est continu à droite signifie que la limite à droite égale à f de x0. Et il est continu à gauche si la limite à gauche égale f de x0. Donc f est continu sur un intervalle signifie que f est continu en tout point de l'intervalle. Donc on dit que f est continu sur un intervalle si il est continu sur tout point de l'intervalle parce que la définition aussi il est donné en un point. Donc là f continue en un point et là f continue sur un intervalle. F continue sur l'intervalle AB ou bien sur l'intervalle AB ici, A plus l'infini, pardon, signifie que f est continu sur AB et elle est continue à droite de A parce que le A elle est fermé. Donc elle est continue sur AB, ouvert et à droite de A. F est continu sur l'intervalle AB avec B fermé, signifie que f est continu sur AB ouvert et continu à gauche de B. F est continu sur le segment AB fermé, signifie que f est continu sur AB et il est continu à droite en A et à gauche en B. Donc pour les propriétés de continuité, si f et g sont continus, alors la somme, le produit par une constante sont continus. 1 sur f et g sur f sont aussi continus, mais à condition que f de x0 soit différent de 0, parce que je ne peux pas diviser par 0. Les propriétés précédentes sont vraies pour la continuité à droite et à gauche. Pareil, tout ce qu'on vient de voir ici, elle est valable pour les valeurs à gauche et à droite. F est continu en x0 si et seulement si f est continu à droite et à gauche. Les fonctions polynomiales, cosinus, sinus et exponentielles sont continues sur R. Et les fractions rationnelles et tangentes sont continues sur tout intervalle inclus dans leur domaine de définition. Toutes ces fonctions, ils sont usuelles, polynomiales, cosinus, sinus, exponentielles, et là c'est les fractions rationnelles. Ça veut dire une fraction rationnelle, c'est un polynôme sur un polynôme. La fonction racine énième, elle est continue sur 0 plus l'infini. La fonction logarithme est continue sur 0 plus l'infini, son domaine de définition. Par contre, la valeur entière est continue sur tout intervalle n plus 2. Et elle est continue à droite et non continue à gauche en tout point de z. Pourquoi? Parce que la partie entière de 2, c'est 2, et la partie entière de 2,5, c'est 2, et lorsqu'on arrive à 3, on est dans 3. Donc, à gauche et à droite de 2, je ne vais pas trouver la même valeur. Donc, en 2, c'est 2, et juste une valeur strictement inférieure à 2, sa partie entière, c'est 1. Donc, on ne va pas trouver la même valeur à gauche et à droite de l'image, de la valeur entière. Donc là, on va passer au prolongement par continuité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un prolongement par continuité? Ça veut dire, déjà, je dois avoir une fonction qui est non continue. Voilà un exemple ici. Je trace la fonction sinus x sur x ici. Là, c'est le sinus x sur x à droite. C'est la même fonction, sauf qu'elle est dessinée à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on remarque? Que cette fonction n'est pas continue en 0. Pourquoi? Elle n'est même pas définie en 0. Parce que je ne peux pas calculer sinus de 0 sur 0. Je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc, puisqu'elle n'est pas définie, automatiquement, elle n'est pas continue. Et on voit que là, il n'y a pas une continuité sur le graphe. Il y a une coupure ici dans le graphe. Comment je peux régler ce problème? Donc, j'ajoute un point ici pour que le graphe devienne une seule courbe. Donc, cette coupure qu'on avait n'est plus maintenant. J'ai ajouté le point 1 pour l'image x égale à 0. Donc, j'ai pris la fonction sinus à gauche, sinus x sur x à droite, et j'ai pris pour x égale à 0 égale à 1. Donc, ce n'est pas sinus 0 sur 0 qui est égal à 1, non. J'ai ajouté une image de 0 qui est égale à 1. Je définis une nouvelle fonction qui est f tilde. C'est la même,
sur moins l'infini, 0 sur 0 plus l'infini, ils sont différents sur le point 0. Cette nouvelle fonction n'est pas celle-ci, parce que le f de x qui est défini par sinus x sur x n'est pas défini par 0. Par contre, le f tilde, il est défini par 0. Je dis f de 0 égale à 1. Autrement dit, la fonction f dans le graphe, c'est quoi? C'est la courbe en noir et en rouge. Et la fonction f tilde, c'est la courbe en noir, en bleu et en rouge. C'est toute la courbe qui est liée. Donc ça, c'est la courbe de f tilde. Et en coupure, ça veut dire sans le point bleu, c'est juste la fonction f de x. Donc f tilde, puisque c'est exactement f, sauf ce point-là qui fait la différence, on dit que f tilde est le prolongement par continuité de f au point 0. C'est comme si on a prolongé ces deux courbes pour qu'ils deviennent liés. Donc c'est juste pour coller les deux graphes. Donc f tilde est le prolongement par continuité de f au point 0. Et c'est qui nous a aidé? On va voir pour l'autre exemple pour revenir sur ça. Regarde, je prends une nouvelle fonction, mais là, ce n'est pas sinus x sur x comme tout à l'heure, c'est sinus x sur 2x. Donc j'ai ce graphe-là. Cette fonction, bien sûr, elle n'est pas définie au point 0, comme tout à l'heure, parce que je ne peux pas diviser par 0. Mais, est-ce que je peux prolonger par continuité comme tout à l'heure? Non, parce que si je mets un point, je ne peux jamais coller ces deux. Même si j'ajoute un point ici, ou bien j'ajoute un point ici, je ne peux pas coller les deux parties. Donc, puisque la limite à gauche, voilà la limite à gauche, il va vers 1,5. Et la limite à droite, il va vers 1. Donc la limite à gauche, elle est différente de la limite à droite. Donc f n'admet pas de prolongement par continuité. Donc là, je ne peux pas prolonger par continuité cette fonction. Parce que la limite à droite, elle est différente de la limite à gauche. Par contre, je reviens à cette courbe. Voilà cette fonction. La limite à droite, c'est égal à 1, et la limite à gauche égale 1, et la limite à droite égale 1. Ces deux limites sont égaux, donc je peux prolonger par continuité. Puisque la limite de sinus x sur x égale à 1, j'écris égal à 1, et je peux prolonger par continuité. Donc, si la limite à gauche égale la limite à droite, on peut prolonger par continuité. Sinon, si pour ce cas, on a la limite à gauche différente de la limite à droite, on ne peut pas prolonger par continuité. Je vous remercie pour votre attention. Ça serait tout pour aujourd'hui. On va continuer la séance prochaine, Inch'Allah.